Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir ou bonjour, bienvenue dans cette édition du JT de l'Or du vendredi 6 octobre 2017 avec en grand titre évidemment cette fameuse information qu'on retrouve un petit peu partout sur internet, sur les réseaux sociaux, etc. qui nous explique qu'un pétro-yuan adossé à l'or vient de naître et qu'évidemment il va venir provoquer l'effondrement du dollar, l'annihilation du dollar américain, la destruction du dollar américain. Et que donc c'est vraiment la fin du monde, comme c'est la fin du monde tous les 2 ou 3 mois que l'on nous annonce. Alors, vous savez très bien que je ne suis pas particulièrement optimiste sur l'économie mondiale, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas optimiste sur l'économie mondiale que l'on doit évidemment devenir des prophètes de malheur, ou en tout cas analyser que très partiellement une information. Et donc je vais revenir très très longuement dans ce JT de l'or sur cette fameuse histoire de pétro-yuan adossé à l'or. Avant d'aborder ce grand sujet de ce JT, je vous propose qu'on passe à la diapo suivante et qu'on regarde ce qui est bon pour l'or, ce qui est mauvais pour l'or. Donc ce qui est bon pour l'or, évidemment, c'est par exemple ce qui se passe actuellement en Catalogne avec sous vos yeux la sécession d'une grande région, la région catalane, qui souhaite son indépendance, qui va même a priori voter son indépendance. Alors Madrid s'y oppose, Madrid est même en train de faire, interdit à l'Assemblée et au Parlement catalan de se réunir la semaine prochaine pour qu'il puisse proclamer son indépendance, etc. etc. Donc c'est une véritable guerre, quasiment politique, ça c'est clair, et puis quasiment dans les rues aussi, avec une répression très très forte de la part de la police d'État sur les indépendantistes catalans et les manifestants catalans, tout en sachant que si tout le monde s'émeut de cette violence policière aujourd'hui, et on peut s'en émouvoir tout à fait à juste titre, je ne juge pas le bien fondé d'une telle émotion. Je dis simplement que si aujourd'hui tout le monde s'émeut grandement de la violence policière sur les indépendantistes catalans, notamment l'Union européenne et notamment Bruxelles, qui diront on n'a pas à s'en mêler, mais alors quand même la violence c'est pas bien, bouh, très 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 méchant la police. Il n'en demeure pas moins que, souvenez-vous, faites quelques petites recherches sur internet sur les mouvements de protestation espagnols avec les occupations sur les places madrilènes ou ce genre de choses, contre la crise économique ou contre les expulsions. Souvenez-vous de tout ça, la répression était absolument terrible de la part de la police espagnole. La répression n'a pas été plus ou moins violente, mais totalement identique contre ces citoyens qui protestaient contre les banques, contre les expulsions de logements. La répression a été terrible et l'Europe, nous ne l'avons pas entendue. Je vous dis juste donc que cette petite comparaison vous permet de bien vous rendre compte que l'Europe joue un jeu très dangereux en Catalogne, visant évidemment à la destruction des États-nations, parce qu'en faisant les grandes régions, et c'est aussi sous cet angle-là qu'il faut voir la réforme des grandes régions en France, quand on fait des grandes régions, eh bien on a un sentiment d'appartenance à sa région, on retire le sentiment d'appartenance à sa nation pour essayer de créer un sentiment d'appartenance à l'Europe. Donc on se sent appartenir à sa région, et évidemment après on est citoyen européen, et pourquoi pas citoyen du monde, mais en tout cas on n'a plus d'appartenance nationale et c'est la seule façon pour nos europathes de créer une Europe fédérale dotée d'une réelle existence dans l'esprit des gens. Pour ça, il faudrait supprimer les États-nations. C'est vieux comme le monde et c'est vieux comme l'histoire des pays et des nations. Toutes les nations se sont constituées sur l'éradication des identités locales. Et donc l'État français, la France moderne, s'est constituée sur l'éradication des identités locales, des patois régionaux, des langues régionales. Et c'est parce que tout ça a été éradiqué que la France existe sous la forme qu'elle connaît aujourd'hui et qui est en train de disparaître pour aller vers la forme européenne que l'on souhaite nous imposer. Alors ça c'est bon pour l'or parce qu'évidemment ça met des incertitudes, ça met des dangers. La note de la Catalogne a été évidemment mise sous surveillance négative par les agences de notation. Ces réunions de crise sur réunions de crise qui s'enchaînent pour le système bancaire espagnol qui évidemment peut vaciller à n'importe quel moment, déjà qu'il est extrêmement fragile en lui-même,
avec énormément de créances pourries et de créances qui sont ce qu'on appelle douteuses dans le langage comptable. Donc tout ça, c'est effectivement très fragile. Donc on est actuellement dans cette situation-là. Donc c'est plutôt évidemment favorable pour l'or qui du coup a tendance à reconnaître un regain sur ses cours. Ce qui n'est pas bon pour l'or, en revanche, et ça c'est la diapo suivante, eh bien c'est la volonté de Trump de nommer peut-être éventuellement à la Fed un faucon, donc qui est un ancien gouverneur d'une banque régionale de la Fed et qui avait démissionné il y a quelques années pour protester contre les injections de liquidités massives sur les marchés. Et donc lui, il est évidemment totalement opposé à cette politique-là. Et donc Trump, a priori, nommerait un faucon, donc quelqu'un qui serait là pour réduire drastiquement les injections de liquidités. Donc ça, c'est pas bon pour l'or, parce que qui dit arrêt des quantitative easing, arrêt des injections monétaires, eh bien dit appréciation des monnaies. Et donc si les monnaies s'apprécient, si les taux d'intérêt remontent, bien évidemment, si la valeur de votre monnaie augmente, il n'y a aucune utilité, aucun intérêt à posséder de l'or. Après, on revient sur le même sujet, c'est est-ce qu'une telle politique est possible? Et vous connaissez ma réponse. Ma réponse, elle est négative. Une telle politique est impossible pour la simple et bonne raison que si on augmente de manière importante les taux d'intérêt, tout ça va s'effondrer. On va faire exploser la bulle immobilière qui est à nouveau en train de sévir aux États-Unis, et nous allons faire exploser les marchés boursiers, et nous allons faire, puisqu'il y a une énorme bulle évidemment sur les marchés boursiers, et nous allons faire également exploser la plus grosse des bulles, la mère de toutes les bulles, qui est les bulles obligataires, puisqu'évidemment les taux bas et les taux zéro ont créé une énorme bulle obligataire mondiale. Donc si on remonte les taux de manière significative et qu'on dépasse les 3%, on fera exploser tout cela. Donc moi je pense que ce n'est toujours pas possible, quelle que soit la personne qui sera nommée à la tête de la Fed par Donald Trump. Cela dit, nous verrons bien, mais en tout état de cause, je reste sur le diagnostic qui consiste à dire qu'une montée importante des taux d'intérêt ou un arrêt important également, ou resserrage très important des quantitative easing ou des injections de liquidités sur les marchés financiers, ce n'est tout simplement pas possible ni supportable pour l'économie mondiale sans faire s'effondrer ce système économique mondial. Et comme il est de l'intérêt de personne de le faire s'effondrer, eh bien, il y a de fortes chances que l'on continue. En attendant, évidemment, ça pèse sur l'or et les investisseurs. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, voilà. Donc du coup, ça, c'est effectivement, en revanche, pas bon pour l'or. Quoi qu'il se passe par la suite, ce sont encore des effets d'annonce. Mais en tout cas, ce sont des effets d'annonce qui sont négatifs pour l'or. Alors, on va passer à la diapo suivante. Regardez, on est toujours dans le même canal haussier, on continue à se rapprocher de la résistance basse de ce canal haussier. Donc, pas de rebond significatif à attendre avant de toucher les 1250 $ l'once. Donc, soit on attend pour acheter de l'or, soit on attend pour jouer la hausse. Enfin, voilà, on peut attendre quelques jours avant de se positionner. On est plutôt dans un mouvement baissier. Sauf, attention, regardez par exemple, ici, ou même ici, on ne va pas aller toucher le bas du canal. D'accord ? On évolue dans ce canal, mais on ne va pas systématiquement toucher le bas du canal. On le touche ici, on le touche ici, mais sur les autres mouvements de baisse, on ne touche pas le canal. Ici, on peut tout à fait ne pas toucher le bas du canal et repartir à la hausse, par exemple, sur les inquiétudes concernant l'indépendance de la Catalogne et la pérennité de l'État espagnol en tant qu'État. Et donc derrière, c'est la dette de l'État espagnol, c'est une séparation, enfin c'est financièrement, comptablement, techniquement, bancairement parlant, tout ça c'est extrêmement complexe. Si la Catalogne devient indépendante, la Catalogne, a priori, ne peut pas rentrer dans l'euro de manière immédiate, c'est-à-dire qu'il va y avoir la propre monnaie catalane avant que la Catalogne puisse répondre aux critères, que son dossier soit étudié, etc., puis qu'elle puisse à nouveau rentrer dans l'euro. Enfin bon, il y aura un stock de dette qui devra être converti, enfin ça va être extrêmement complexe, extrêmement compliqué à gérer, et donc c'est générateur de tension. Donc voilà où on en était sur les cours, c'était simplement pour faire le petit point graphique de la semaine. Maintenant, on va passer à notre grand sujet, ce fameux pétro-yuan adossé à l'or qui va permettre donc aux Chinois d'acheter du pétrole avec une nouvelle monnaie qui est leur yuan adossé et convertible en or. Alors est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Les Chinois ont bien annoncé
qu'ils allaient acheter du pétrole dans du yuan convertible en or. Alors, moi, quand on me donne cette information, je me dis, mais tout de même, c'est totalement aberrant qu'un pays comme la Chine, qui n'a absolument aucune ressource pétrolière, donc tout le pétrole que la Chine achète est du pétrole qui est importé. Ça veut dire que si j'importe tous les ans du pétrole d'Iran, de Russie, et que je le paye en yuan convertible en or, eh bien évidemment, il y a de très fortes chances que mes partenaires le convertissent, convertissent ces yuan, justement, dans du bon or bien brillant, sonnant et trébuchant. Et donc mes réserves d'or, eh bien, elles vont très basiquement s'amenuiser au fur et à mesure que j'achète du pétrole. Et comme j'achète du pétrole tous les ans, je vais m'appauvrir de tout mon or. Il n'y a absolument aucun intérêt pour les Chinois, a priori, à faire cela. Et on peut reprocher plein de choses aux Chinois, sauf certainement une, c'est on ne peut pas les qualifier ou leur reprocher d'être stupides. Donc il doit bien se passer quelque chose, il doit bien y avoir des explications autres pour comprendre ce qui est fait là, parce que objectivement, si on regarde un petit peu les choses, ça ne tient pas la route une seule seconde. On va rentrer dans les détails. On va passer à la diapo suivante. Et donc, juste pour vous montrer, ça c'est un graphique, enfin un petit camembert, qui permet de voir où la Chine s'approvisionne. Donc, la Chine s'approvisionne pour 30% en Russie, pour 26% en Arabie Saoudite, et pour 14%, c'est important en fait, en Iran. En réalité, tout ça là, Arabie Saoudite, Irak, Oman, Brésil, Koweït, bon bref, tout ça, vous regarderez en faisant pause, vous pourrez étudier sur la vidéo, mais tous ces producteurs-là vendent en dollars américains. D'accord ? Donc si vous achetez aujourd'hui votre pétrole à l'Arabie Saoudite, vous allez l'acheter, même si vous êtes la Chine, en dollars américains. En revanche, la Chine va acheter en yuan, en pétro-yuan, éventuellement convertible en or, à la Russie et à l'Iran. Vous allez me dire, pourquoi que à la Russie et que à l'Iran? Donc déjà, vous voyez, ça va limiter considérablement la portée de l'annonce. Les Chinois ne vont pas acheter en pétro-yuan convertible en or à l'Arabie Saoudite, à Oman, aux Émirats Arabes Unis ou même à l'Irak ou tous les autres fournisseurs. Pourquoi? Eh bien parce que la Russie et l'Iran sont deux pays qui sont sous des embargos et des sanctions américaines. Et là réside évidemment le mobile de la création de ce pétro-yuan. Nous allons passer à l'image suivante, donc qui vous annonce justement le pétro-yuan adossé à l'or. Vous voyez, donc c'est partout sur Internet, vous trouvez ce type d'informations. Donc c'était juste pour vous illustrer des articles que vous avez dû croiser, voir, etc., qui annoncent vraiment quasiment la fin du monde. L'image suivante, très importante, c'est un article de 2016, donc qui date un tout petit peu, qui date quasiment un tout petit peu plus d'un an, c'était le 20 septembre 2016, c'est un article des Échos intitulé « Le dollar, l'arme qui tient les entreprises à distance de l'Iran ». Vous devez savoir que les entreprises qui utilisent le dollar avec des transactions commerciales avec des pays qui sont sous sanctions ou embargo américaines tombent sous la loi fédérale. À partir du moment où vous utilisez le dollar, vous êtes passible de sanctions. Voilà, c'est quelque chose d'absolument terrible. Et donc, c'est ce qui explique, vous allez tout de suite le voir sur l'image qui va suivre, souvenez-vous de l'amende record, donc c'était en 2014, donc il y a 3 ans déjà, mais souvenez-vous, BNP Paribas paiera une amende de près de 9 milliards de dollars aux États-Unis. Et pourquoi BNP Paribas paye une amende de 9 ou 10 milliards de dollars aux États-Unis il y a 3 ans? C'est parce que la BNP a utilisé le dollar dans des transactions commerciales avec l'Iran alors que l'Iran était sous embargo américain. La BNP Paribas n'a en aucun cas transgressé la loi française ou la loi européenne, et on parle bien chez BNP Paribas, c'est une banque française de droit français ayant son siège social en France, utilisant l'euro comme monnaie principale, même si elle exerce évidemment aux États-Unis.
utilisant le dollar pour des transactions commerciales pour ses clients, d'accord, ce sont les clients, mettons la société Tarteschmusch qui achète à Tarteschmoll en Iran, Tarteschmusch France qui achète Tarteschmoll en Iran, ils vont utiliser le dollar pour faire une transaction commerciale, dollars qui vont transiter par la BNP Paribas. L'État fédéral américain a considéré que la BNP Paribas, en utilisant le dollar dans le cadre de transactions commerciales entre ses clients, a fraudé les embargos décrétés par les États-Unis. Alors, c'est un problème majeur. C'est un problème tellement majeur, tellement connu, que ça a même donné lieu, vous allez le voir sur l'image suivante, à quelque chose de très important, qui est un rapport, je ne sais pas si on le verra bien à la caméra, mais un rapport de l'Assemblée nationale, un rapport d'information qui a été fait par M. Pierre Lelouch et Karine Berger. Donc Pierre Lelouch était le président de ce rapport et Karine Berger qui est rapporteur. Et donc ce rapport est intitulé de l'extraterritorialité de la législation américaine. Je reprends, parce que le mot est compliqué pour le Scrabble. C'est Scrabble plus mots compte double et triple et quadruple, c'est top. L'extraterritorialité de la législation américaine. Et donc c'est un rapport qui a été fait le 5 octobre 2016 par nos députés, notre représentation nationale, et qui s'est penché évidemment sur les sanctions systématiques et sur la manière dont la loi américaine vient s'appliquer de manière extraterritoriale, c'est-à-dire que les Américains ont les moyens d'imposer par la force des sanctions à une banque française 10 milliards d'euros parce qu'elle a commercé avec l'Iran et qu'ils avaient décidé, eux, de faire un embargo qui ne concernait qu'eux, alors que nous n'avions pas d'embargo à l'égard de l'Iran. Donc vous vous rendez compte que là, on est dans un domaine qui s'appelle l'extraterritorialité, ça a coûté extrêmement cher, toutes les banques françaises ont été mises à l'amende, après il y a eu la Société Générale, après il y a eu le Crédit Agricole. Bref, vous devez comprendre que nos industriels, que nos entreprises sont soumises au chantage systématique des lois extraterritoriales américaines. Ce qui arrive pour la France, nos amis chinois ne sont évidemment pas des imbéciles, ils ne sont pas nés de la dernière pluie, il y a un combat absolument épique pour le leadership mondial entre trois grandes puissances, mais surtout deux. La troisième, c'est la Russie, mais les deux grandes puissances qui s'affrontent pour l'hégémonie totale sur le leadership mondial, c'est évidemment les États-Unis d'Amérique qui ne veulent pas perdre leur leadership et la Chine qui, elle, avec son 1,5 milliard d'habitants, ses industries surpuissantes, eh bien, est évidemment en pleine ascension et qui est en réalité aujourd'hui la première économie mondiale si on raisonne en net de dette. La conséquence de cela, c'est que la Chine est extrêmement dépendante, je vous le rappelle. Aux États-Unis, vous avez des gaz de schiste, vous avez pour les Américains leur capacité à avoir un peu de pétrole, un peu d'énergie chez eux, en local même, et ils sont beaucoup moins dépendants maintenant de leurs approvisionnements extérieurs. Il n'en demeure pas moins que la Chine, elle, est totalement dépendante de l'étranger pour son énergie et pour son accès à l'énergie, comme pouvait l'être le Japon des années, enfin qu'il est toujours d'ailleurs, mais comme pouvait l'être le Japon des années 30-40, avant la Deuxième Guerre mondiale, justement, hein, puisque c'est l'une des grandes causes de la guerre, de l'entrée en guerre du Japon, c'est l'embargo américain sur le Japon qui coupait les voies d'approvisionnement du Japon, qui était évidemment totalement dépendant de ces voies d'approvisionnement maritimes, et notamment pour son accès à l'énergie. Eh bien, vous avez la même chose pour la Chine. Et concrètement, souvenez-vous de la diapo du départ où je vous mets le petit camembert avec quelles sont les sources d'approvisionnement de la Chine. 30% pour la Russie, 14 ou 15% en provenance d'Iran, deux pays sous embargo. Ça veut dire qu'à partir du moment où la Chine utilisera le dollar pour payer le pétrole à la Russie ou à l'Iran, deux pays sous embargo américain ou sous sanctions américaines, il est évident que la Chine se mettra totalement en porte-à-faux vis-à-vis des lois extraterritoriales que les Américains imposent au monde entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises chinoises seront mises à l'amende par les Américains. Et pour éviter ça,
il y a deux solutions. Soit vous ne commercez plus avec les États-Unis, et BNP Paribas ferme ses bureaux à New York, refuse d'être implanté aux États-Unis, ne travaille plus avec le dollar, et à ce moment-là, BNP Paribas se coupe 50 à 60% du business financier mondial. Eh bien, pour la Chine, c'est la même chose, sauf qu'on parle là des usines chinoises. Et donc, les usines chinoises, la Chine a deux grands clients. La Chine vend en majorité, le plus gros client de la Chine, c'est l'Europe au sens large. Et son deuxième plus gros client, évidemment, pour absorber les containers entiers de chinoiseries de plus ou moins bonne qualité, c'est évidemment les États-Unis d'Amérique. Si demain les États-Unis d'Amérique n'achètent plus de produits chinois, c'est 30 à 40% de la production chinoise qui ne trouve plus d'acheteurs. Et si les Chinois veulent continuer à vendre, eh bien, il faut qu'ils appliquent les lois extraterritoriales. Ça veut dire que pour acheter leur pétrole à des pays avec lesquels les Américains ont décrété des embargos, il faut que la Chine utilise une autre monnaie que le dollar. Et vous avez l'explication de la création de ce pétro-yuan convertible en or, tout en sachant que quand on regarde les balances commerciales russo-chinoises ou sino-russes et la balance commerciale irano-chinoise ou sino-iranienne, on se rend compte que globalement, la Chine est en léger excédent commercial avec ces deux pays. La Chine exporte plus en Russie qu'elle n'importe de matières premières. Idem avec l'Iran. La Chine est l'un des principaux fournisseurs pour l'Iran de tout un tas de productions, puisque l'Iran est sous embargo. Et donc en réalité, que vont faire la Chine, la Russie et l'Iran? Eh bien, on va se servir d'un pétro-yuan, techniquement convertible en or, ce qui n'a donc plus rien à voir avec le dollar américain. Il n'y a pas d'adossement entre le yuan et le dollar, et c'est fait exprès. Je vous rappelle que le yuan évolue dans un tunnel de convertibilité avec le dollar. Donc il y a un lien, il y a une forme de lien entre le dollar américain et le yuan chinois. Donc pour être sûr qu'il ne tombe pas sous le coup des lois extraterritoriales américaines, qui pourraient dire oui, mais comme le yuan est quand même un petit peu lié au dollar de par l'évolution de ses plus 2, moins 2%, ça évolue dans un range par rapport au dollar, donc le yuan est évidemment lié au dollar américain, donc vous tombez quand même sous le coup de la loi sur l'extraterritorialité, parce qu'il y a quand même un petit lien avec le dollar, même si vous n'avez pas utilisé du dollar. Les Américains en sont tout à fait capables. Donc pour être sûr d'éviter absolument tout risque de ce type, les Chinois ont décidé d'une convertibilité avec de l'or. Mais il n'y aura absolument aucune transaction en réalité sur l'or. Tout ça, c'est purement comptable, c'est purement théorique. De toute façon, les Chinois ont un léger excédent commercial avec ces deux pays, donc ils ne vont pas s'appauvrir évidemment de leurs réserves d'or, et leurs réserves d'or ne vont pas bouger de leur coffre de Shanghai et de Hong Kong, et de la même manière d'ailleurs, ils ne vont pas acheter plus d'or ou acheter moins d'or par rapport à la mise en place de ce pétro-yuan, qui n'a qu'un seul objectif, non pas faire s'effondrer le dollar, non pas rentrer en guerre contre les États-Unis d'Amérique, non pas non plus se tirer une balle dans le pied, parce que je vous rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, que c'est la Chine qui est le plus gros détenteur mondial de dollars, avec 3 500 milliards de réserves de dollars, de réserves de change. 3 500 milliards de dollars de réserves de change. La Chine est là première détentrice au monde de dollars américains, et donc la première victime d'un effondrement brutal du dollar serait évidemment la Chine. Donc, il ne faut pas s'imaginer que ce soit la fin du monde, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin du dollar, ce n'est pas l'effondrement du dollar, c'est simplement le besoin pour la Chine de ne pas être soumis aux lois extraterritoriales qui permettent aux États-Unis d'Amérique de mettre à l'amende tous les pays et toutes les entreprises qui commercent et utilisent le dollar américain. En d'autres termes, vous avez sous les yeux un exemple de stratégie de souveraineté d'un État-nation qui fait en sorte d'être souverain. Et pour être souverain, eh bien, on se rend compte simplement qu'à un moment donné, vous êtes obligé d'avoir votre monnaie, d'avoir votre propre politique
et d'avoir recours à l'or. C'est une très très belle leçon, non pas d'effondrement du dollar, mais une très très belle leçon de souveraineté pour les pays du monde entier. Et on parle ici de souveraineté économique et de liberté par rapport à un pays qui met à l'amende tous ceux qui viennent lui mettre des bâtons dans les roues, commercialement parlant. Merci à toutes et tous pour votre attention et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JT de l'or. Au revoir.